Bonsoir à tous et toutes et bienvenue. Alors, j'ai été, on va dire, désigné volontaire pour être le modérateur de cette conférence publique. Merci d'être venus si nombreux, nous honorer de votre présence pour assister à cette conférence publique intitulée « La Caraïbe, au défi du changement climatique et des métamorphoses économiques et sociales ». Très tôt, l'humanité s'est intéressée au sort de notre planète. L'Égypte antique mettait déjà en avant le principe que toute cause a un effet et tout effet a une cause. Et avait compris qu'un changement dans une variable causerait un changement dans une autre variable. Plus près de nous, nous savons également que les civilisations précolombiennes, Incas, Aztèques, ont développé une relation unique avec leur environnement. Ils avaient trouvé un bon équilibre entre l'économie, ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, et l'écologie, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Mais il semblerait aussi, mais je parle sur le contraire peut-être du professeur, que ce serait une bactérie venue de l'extérieur qui les aurait plus ou moins exterminés. Et ces chers Gaulois ne craignaient-ils pas que le ciel leur tombe sous la tête? Plus sérieusement, aujourd'hui, certains imaginent d'ailleurs que le salut de l'humanité serait de coloniser notre planète. Le Grand Orient de France œuvre au perfectionnement de l'humanité et à la recherche de la vérité. Nous ne pouvons donc rester insensibles, nous les francs-maçons, aux enjeux qui sous-tendent cette thématique de ce soir. Nous nous appuyons d'abord sur la raison et le progrès. Notre Assemblée générale a mis en place une commission nationale de développement durable qui a inscrit dans son programme des thématiques telles que l'écologie, la biodiversité, l'accès et la qualité de l'eau et le réchauffement climatique que nous verrons ce soir. La fréquence et la puissance des phénomènes météorologiques, que ce soit les glissements de terrain dévastateurs, la montée du niveau des eaux et l'érosion côtière, ou encore le phénomène de l'échouement des sargasses, mettent en évidence l'importance du changement climatique sur tous les continents et plus particulièrement de notre Caraïbe. Quels sont donc les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pour pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr, c'est-à-dire en évitant les modifications brutales dans l'environnement, modifications brutales qui ont de lourdes conséquences sociales, économiques et environnementales. Les questions sur lesquelles nous nous interrogeons et dont nous attendons de nos deux intervenants des éclairages. Ce sont des intervenants de grande qualité qu'on ne présente plus, mais que je vous présenterai tout à l'heure. Je vous résumerai leur parcours et auxquels vous pourrez, au moment du débat, poser vos questions. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme cela vous a été indiqué, je vais vous présenter une conférence intitulée « La Caraïbe au défi du changement climatique et des métamorphoses économiques et sociales ». Et cette conférence sera donnée, bien évidemment, avec M. Christian Louis-Joseph. Alors, je tiens à préciser que si son nom apparaît juste après le mien, c'est pas du tout, il n'y a aucun ordre hiérarchique, que les choses soient bien claires. C'est simplement parce qu'il intervient juste après moi que, voilà, c'est organisé comme ça. C'est encore mieux en le disant. Au cours de cette conférence, on va aborder, on va dire, trois principaux aspects. Tout d'abord, la définition de l'espace Caraïbe. Qu'est-ce qu'on entend par Caraïbe? Parce que beaucoup de personnes parlent de la Caraïbe, et malheureusement, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui la connaissent le moins. Donc, c'est quand même un peu gênant. Deuxièmement, on va aborder les modalités d'occupation de cet espace Caraïbe, parce que vous verrez qu'on n'occupe pas l'espace dans la Caraïbe de façon très classique, et donc ceci a aussi des incidences sur, on va dire, le risque, la gestion des risques dans cette Caraïbe, et particulièrement, troisième point, et ça fera le lien avec le troisième point, le changement climatique impacte durablement cette Caraïbe, impacte durablement les marges côtières, et donc justement les modalités d'occupation de cet espace Caraïbe rendent
justement le changement climatique encore plus opérant sur la marge côtière. Donc 3 aspects que je tâcherai de développer en étant assez synthétique, mais néanmoins précis, en tout cas je tâcherai de l'être. Premièrement, la définition de l'espace Caraïbe. Qu'entend-on par Caraïbe? Alors il faut savoir qu'il existe en fait 2 approches, deux visions de la Caraïbe. Une approche qui est, on va dire, anglo-saxonne et une approche hispanophone, mais les deux aboutissant à ce qu'on appelle un double arc caribéen. Je m'explique. La première approche, c'est une approche, on va dire, plutôt historique et culturelle, que l'on doit au docteur Eric Williams, qui est l'ancien Premier ministre de Trinidad et Tobago. Pour Eric Williams, la Caraïbe, c'était l'ensemble des îles anglophones, francophones, hispanophones et néerlandophones, et il y ajoutait les 3 Guyanes et le Belize. Donc si vous regardez cette carte, en fait, pour le Dr Williams, la Caraïbe, elle part grossièrement du sud de la Floride et elle va jusqu'à Trinidad et Tobago. Alors vous me direz, mais pourquoi par exemple exclure le Venezuela qui se trouve à quelques encablures de Trinidad et Tobago? Tout simplement parce qu'à l'époque, Trinidad et le Venezuela étaient en grande concurrence puisque ce sont 2 producteurs de pétrole et donc Trinidad a souhaité exclure le Venezuela donc, de cet espace caribéen, en tout cas même symboliquement, de façon justement à ne pas avoir un concurrent direct dans cet espace caribéen. Vous avez bien compris que cette première approche qui est anglophone, anglo-saxonne, cette première approche, bien entendu, ne tient pas, elle n'est pas du tout pragmatique, et cette définition n'a pas été retenue. Alors, la deuxième définition, on la doit par contre à Juan Bosch. Juan Bosch, c'est l'ancien président de la République dominicaine, qui lui a une vision bien plus pragmatique. Juan Bosch dit, lui, que la Caraïbe, c'est l'ensemble de l'espace archipélagique, celui que je viens de décrire, et il y ajoute, bien entendu, les États bordiers, donc continentaux, c'est-à-dire, on va dire grossièrement, du Venezuela au Mexique ou du Mexique au Venezuela, mais en excluant, bien entendu, le Salvador, puisque le Salvador est le seul pays de l'isthme américain, centra-américain, qui n'a pas de façade sur la mer des Antilles. Donc, si on s'en tient à cette définition, la Caraïbe serait, comme je le disais en préambule, un double arc, un arc tout d'abord archipélagique et un arc continental, s'étalant, on va dire grossièrement, des Bahamas au nord à Trinidad et Tobago, puis du Venezuela jusqu'au Mexique. Aujourd'hui, si vous voulez, cette approche, bien que très concrète et très pragmatique, elle n'est plus tout à fait retenue, ou en tout cas, on l'a quand même très fortement élargie, dans la mesure où on parle de plus en plus on dit la Caraïbe, mais on dit aussi les Caraïbes, on parle aussi de Méditerranée américaine. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, certains auteurs ajoutent ou associent à cette Caraïbe toute la bordure sud des États-Unis. Donc, c'est-à-dire que toute la partie où vous avez la Louisiane, etc., appartiendrait elle aussi à cet espace caribéen. Et puis, il y a un certain nombre d'auteurs qui y ajoutent aussi, bien sûr, les Guyanes, donc les 3 Guyanes, et certains descendent même jusqu'au Brésil. Donc, si vous voulez, cette Caraïbe, elle a tendance à s'étaler de plus en plus, jusqu'à justement qu'on perde un peu de crédit, si j'ose dire, puisque on sait très bien que les Guyanais, si on prend nos collègues de Guyane française, eux ne se sentent pas caribéens, ils se sentent amazoniens. Les Brésiliens encore moins caribéens. Et je ne suis pas convaincu que les États-Uniens du Sud se sentent fondamentalement caribéens, si vous voulez. Donc aujourd'hui, j'insiste sur cela parce qu'on a vraiment plein de définitions de la Caraïbe. Et ce sur quoi je veux vraiment mettre le curseur, c'est qu'il est très difficile de définir la Caraïbe. Parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes qui travaillent sur cet espace. Alors, cette Caraïbe, elle se définit précisément par quoi? S'il fallait retenir quelque chose, la Caraïbe, ce sont au total 38 États et territoires. C'est une population d'à peu près, alors prise dans son acception la plus large, c'est une population d'à peu près de 150 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 3% de la population mondiale. Cette Caraïbe, elle couvre une superficie d'à peu près 5,2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 10 fois la superficie de la France hexagonale. Dans sa composante exclusivement archipélagique, la Caraïbe, ce sont 25 entités insulaires, c'est-à-dire 25 îles, pour à peu près 39 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près 0,4% de la population mondiale. Donc, mine de rien,
cette Caraïbe, si on la prend dans son acception la plus générale, hein, la plus large, 3% de la population mondiale, ça a quand même du sens, et ce sont quand même 38 États et territoires. Alors, ces États et territoires, si vous voulez, ils sont quand même frappés d'une très grande disparité. Disparité ou pluralité, si vous préférez. On va dire pluralité parce qu'on a autant de territoires insulaires que d'États continentaux. Deuxièmement, on a une grande diversité de statuts politiques. Hein. On a à la fois des protectorats, des États indépendants, on a un État associé, on a des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer, enfin bon, on a quand même une grande diversité de statuts et de situations politiques. La répartition de la population, nous le verrons tout à l'heure grâce à quelques cartes, la répartition de la population est elle aussi extrêmement variable. Les structures socio-économiques qu'on y retrouve sont elles aussi très, très diverses. Mais par contre, s'il ne fallait retenir que deux dénominateurs communs, on pourrait dire que dans la Caraïbe, on a une très forte littoralisation des hommes et des activités, j'y reviendrai tout à l'heure, et deuxièmement, une très grande richesse écologique, mais une richesse écologique qui est néanmoins extrêmement menacée. Je rappelle que dans la Caraïbe, nous avons des hotspots, c'est-à-dire des zones où la biodiversité est exceptionnellement riche, mais d'une très grande, très fortement menacée. Alors, ce que je viens de dire peut être, par exemple, appréhendé grâce à cette cartographie. On a ici la densité de population. Alors, vous voyez que Porto Rico, par exemple, à Porto Rico, on a 800 habitants par kilomètre carré, quand en Martinique, on est à peu près autour de 340 habitants par kilomètre carré. Et à Cuba, pour prendre, si j'ose dire, un peu le contre-pied, à Cuba, on a une densité de population qui est extrêmement faible, hein, puisque le territoire est très vaste. 11 millions d'habitants pour un territoire qui fait 100 fois la Martinique. Donc, c'est sûr que la densité de population est relativement modeste. Parallèlement, si on prend les caractéristiques économiques, si on prend juste le PIB et l'IDH, donc le produit intérieur brut et l'indice de développement humain, on s'aperçoit que dans la Caraïbe, on peut prendre le cas d'Haïti, hein, Haïti qui a un PIB qui est extrêmement modeste, parallèlement un indice de développement humain qui lui aussi n'est pas très élevé. Et puis parallèlement, on a Cuba qui a pourtant un PIB qui n'est pas très élevé, mais un indice de développement humain qui lui est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'on sait quand même qu'à Cuba, on a accès aux soins, on a accès à l'éducation, on a accès quand même à la culture, ce qui n'est pas le cas de nombreuses îles de la Caraïbe. Donc, si vous voulez, dans cette Caraïbe, il y a vraiment une très grande diversité de situations, de statuts, je l'ai déjà dit. Alors, ce qu'il faut noter, donc ça c'était, si vous voulez, pour camper le décor et pour présenter notre espace d'étude, la Caraïbe. Maintenant, voyons quelles sont les modalités d'occupation de l'espace dans cette Caraïbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais prendre deux exemples. Je vais prendre le cas de Montserrat et je vais prendre le cas de l'île de Saba. Si on prend cette carte de Montserrat, Montserrat, vous voyez qu'il y a un petit trait, vous avez des petits pointillés au milieu, donc ces pointillés indiquent la zone d'exclusion, puisque vous savez qu'il y a une éruption volcanique qui n'est toujours pas terminée. La Soufrière île, c'est toujours en phase, de crise éruptive, donc depuis 1995. Mais il n'empêche que si vous regardez cette carte de Montserrat, en fait, vous avez 5 volcans qui se trouvent au centre de l'île. Donc vous comprenez bien qu'avec une structure, une orographie aussi marquée au centre de l'île, l'activité s'est développée sur les marges côtières et donc c'est ce qui explique qu'il y a une littoralisation de l'activité économique. Entre autres, l'aéroport, si vous regardez bien, l'aéroport, il est situé carrément sur la frange côtière. Si on prend le cas de Saba, donc là vous avez une photo donc, de l'île de Saba, et vous avez ici la cartographie de Saba. Alors Saba c'est intéressant parce qu'il y a 15 sommets volcaniques, et sur ces 15 sommets volcaniques, en dehors de ces 15 sommets volcaniques, vous avez très peu d'espace, j'ai envie de dire, autour, puisque vous voyez, c'est un littoral qui est essentiellement constitué de falaises. D'ailleurs, vous apercevez le petit aérodrome, pour information, c'est l'un des plus petits de la Caraïbe, donc je crois que sa piste doit faire 230 mètres, donc il ne vaut mieux pas la rater. Donc vous avez à Saba une très forte activité, une fois de plus, localisée sur la frange côtière, puisque l'intérieur des terres, de toute façon, est quasiment inoccupable. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ces aspects? Tout simplement parce que dans la Caraïbe, il y a une inversion du modèle de développement. Je m'explique. Traditionnellement, quand on occupe un espace, on part du centre,
Et du centre, un peu comme une tache d'huile, de façon centrifuge, on va s'étaler jusqu'aux marges côtières. Dans la Caraïbe, c'est l'inverse. On n'a pas pu partir du centre, puisque le centre, de toute façon, est tellement montagneux, ce sont des sommets volcaniques. Donc on a commencé par la marge côtière, et petit à petit, on a occupé l'intérieur des terres jusqu'où on pouvait aller, puisque après, il y a des zones qui sont totalement inoccupables. Donc, dans la Caraïbe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, comme je disais, inversion du modèle de développement. Je veux dire par là que la marge géographique est devenue un centre économique, et le centre géographique est devenu une marge économique. Donc il y a vraiment une inversion du modèle de développement dans cette Caraïbe, et c'est ce qui caractérise, c'est vraiment le dénominateur commun de ces espaces caribéens, insulaires. Donc quand on a dit ça, tout de suite, on pointe du doigt, et en tout cas on met le curseur sur quoi? On met le curseur sur le fait que, en cas de gestion des risques, pour la gestion des risques, si vous voulez, on a déjà une fragilité en termes de mitigation, on a une très grande fragilité parce que si le risque vient de la mer, que ce soit une houle cyclonique, que ce soit un tsunami, que ce soit tout simplement l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, et on s'approfondira très lourdement sur cet aspect dans un instant, mais on comprend bien qu'il y a une grande fragilité, une grande vulnérabilité des populations, parce que justement, les populations occupent la frange côtière. L'essentiel de la population dans la Caraïbe insulaire est sur la frange côtière, et c'est la raison pour laquelle je parle de littoralisation de l'activité économique et humaine. Et donc, dans les années à venir, en raison du changement climatique, nous aurons un problème. Et ce problème, vous allez voir, il est loin d'être... Enfin, c'est un problème vraiment très, 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 très important. Donc, on va parler maintenant, et c'est le troisième point que je vais aborder, celui sur lequel je vais m'appesantir le plus longuement, c'est le changement climatique et son impact sur les marges côtières caribéennes. Alors, rappeler quand même et revenir un peu sur le changement climatique très rapidement. Qu'est-ce qu'on entend par changement climatique? Vous le savez, jusqu'aux années 1850 à peu près, l'homme a utilisé la force animale et sa propre force pour travailler la terre, pour travailler tout simplement. Puis à partir donc, de la première révolution industrielle, à partir des années 1860, on a inventé une machine, la machine à vapeur, qui a pris le relais. Et cette machine à vapeur, comme son nom l'indique, elle relâche de la vapeur et pas que de la vapeur. Elle rejette donc des polluants. Alors au départ, ces polluants, ce furent du CO2, des poussières. Et puis l'industrie s'affinant, les techniques s'affinant, on est passé à de simples polluants de type CO2 à aujourd'hui du protoxyde d'azote, du monoxyde de soufre, des polluants de plus en plus élaborés et qui de surcroît ont des durées de vie extrêmement longues, une rémanence extrêmement longue. Et donc, tout ceci fait que nous rejetons dans l'atmosphère des volumes extrêmement importants de polluants dans l'atmosphère, mais nous n'en avons absolument pas conscience. Tous les jours, en vous rendant à cette conférence, vous avez utilisé des véhicules et vous avez rejeté, grâce à vos pots d'échappement, des polluants dans l'atmosphère. Mais bien entendu, personne ne se focalise sur ça, et c'est heureux, parce que si on commence à se poser ce type de questions, c'est problématique. Donc, parce qu'on a bien d'autres choses dont il faut qu'on s'occupe. Mais néanmoins, nous rejetons tous les jours des volumes très importants de polluants. Et ces polluants, dans notre imaginaire collectif, nous avons le sentiment qu'ils se dissolvent comme ça dans la nature. Ces polluants ne se dissolvent absolument pas. Ils ne s'évaporent pas non plus. Ils restent emprisonnés dans la première enveloppe gazeuse dans laquelle nous vivons, qu'on appelle la troposphère. Et dans cette troposphère, depuis 1860, on a rejeté des centaines de milliards de tonnes de polluants qui ont fini par former un couvercle autour de notre tête, couvercle totalement invisible, mais qui est bien là, et qui emprisonne la chaleur. Pour vous donner juste un chiffre, les premières mesures de pollution atmosphérique réalisées aux États-Unis ont donné comme chiffre, alors l'unité de mesure de la pollution atmosphérique, ce sont les ppmv, les parties par million de volume. En 1870-1880, on estimait qu'on était à peu près autour de 270 ppmv. Aujourd'hui, on est aux alentours de 405 ppmv. Donc, c'est-à-dire que les taux de pollution, de toute façon, aujourd'hui, ceux qui disent que l'homme ne joue pas un rôle majeur dans la pollution atmosphérique et dans le changement climatique, de toute façon, fondamentalement, font preuve d'une mauvaise foi manifeste, puisque tous les indicateurs prouvent que l'homme a accentué durablement l'effet de serre, qui est un phénomène certes naturel, mais a accentué durablement l'effet de serre. Les conséquences, et je m'arrêterai là sur les aspects
présentations générales. Après, on va vraiment faire un focus sur la Caraïbe. Les conséquences, on les connaît. Fonte des glaces polaires, bien évidemment. Je rappelle quand même que la banquise qui avait, ces 50 dernières années encore, une épaisseur moyenne de 3,60 m, a aujourd'hui une épaisseur moyenne de 2,80 m. C'est-à-dire qu'en moins d'un siècle, la banquise a perdu 80 cm d'épaisseur. Imaginez moins 80 cm d'épaisseur sur des millions de kilomètres carrés. C'est dramatique et ça semble ne choquer personne. Deuxièmement, le recul des glaciers de haute montagne. Bon, tout le monde se focalise sur le Kilimandjaro. Mais si vous allez, ne serait-ce que dans l'Hexagone, si vous allez en Europe, à la frontière entre la France et l'Italie, par exemple, vous avez des glaciers dans les Alpes, vous avez des glaciers dans les Pyrénées, etc., qui disparaissent, qui reculent année après année, sans que cela ne semble choquer personne. Les maladies vectorielles. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous avez des maladies comme le Zika, comme la dengue, etc., à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. Je rappelle que ce sont des maladies tropicales. Enfin, sauf à dire que Marseille est désormais un territoire, tropical. Voilà, ça devrait interpeller quand même. Et enfin, dernier aspect sur lequel je m'appesantirai, l'élévation du niveau de la mer au cours des 120 dernières années à l'échelle mondiale. Le niveau de la mer a cru de plus 25 cm, c'est-à-dire qu'il est monté de 25 cm et on estime que d'ici la fin de ce siècle, le niveau de la mer devrait croître entre plus 25 et plus 82 cm. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit parce qu'en réalité, en valeur absolue, est-ce que c'est important, plus 25 cm? Peut-être, peut-être pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et si vous le permettez, je vais juste me mettre là. Imaginez que le micro que je tienne, ce soit une falaise. Le niveau de la mer est là. Il croît de quelques centimètres. Sur la falaise, l'impact, il est nul. Que le niveau de la mer soit là, là ou là, pour les populations, il n'y a aucun impact. Par contre, si vous avez une surface subhorizontale et que le niveau de la mer est là, la moindre élévation millimétrique du niveau de la mer va entraîner la pénétration de l'eau de mer à l'intérieur des terres. Et c'est ça le drame dans la Caraïbe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une littoralisation des activités économiques et humaines, donc on vit sur le littoral. Mais deuxièmement, j'ai été un peu trop vite, pardon, mais deuxièmement, dans la Caraïbe, on a beaucoup d'espaces qui sont plats, qui sont plans. Alors, pour nous donner bonne conscience quand même, parce que j'aime bien aussi, il faut quand même qu'on se donne bonne conscience, dans la Caraïbe, nous n'avons pas pollué. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons émis, nous, Caribéens, moins de 1% des gaz à effet de serre qui aujourd'hui affectent la planète. Mais ce n'est pas parce que nous avons peu pollué que nous ne devons pas faire des efforts pour polluer encore moins, mais malheureusement, nous allons vivre très directement et très durablement les conséquences de la pollution que nous n'avons pas émise. Je rappelle que toutes les îles de la Caraïbe, prises dans leur globalité, rejettent en moyenne chaque année 177 millions de tonnes de CO2, qui, si on compare ce chiffre par exemple aux centaines de milliards de tonnes qui sont rejetées ne serait-ce que par les États-Unis, bon, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. La Martinique à elle seule, c'est à peu près 2,8 millions de tonnes chaque année de CO2. Si on ramène ça par habitant, juste pour que vous ayez quand même l'information, en Martinique, on rejette en moyenne chaque année par habitant 7 tonnes de CO2 par habitant, et dans la Caraïbe, à l'échelle de la Caraïbe, c'est à peu près 4 tonnes de CO2 par habitant. Voilà. Donc on pollue très peu par rapport aux grandes nations. Mais néanmoins, nous allons vivre les choses avec une certaine âpreté. Alors, ce que je viens de démontrer, ce que je viens d'indiquer, je vais essayer de vous le démontrer grâce à cette petite simulation. En fait, je suis désolé, je bouge. Ça, c'est une déformation professionnelle. En fait, vous avez ici, imaginez un petit territoire insulaire, caribéen, voilà. Vous avez une île relativement plane, et puis on a rejeté donc, des gaz à effet de serre qui forment un couvercle, comme ça, un couvercle que vous ne voyez pas, mais qui est bien là, qui est au-dessus de notre tête. Nous n'en avons pas conscience. Très loin de chez nous, en raison de la présence de ce couvercle, vous avez
des glaces de mer, ce qu'on appelle la banquise, qui va progressivement fondre, et puis les glaciers de haute montagne qui vont fondre. Et puis on oublie de dire que comme il fait plus chaud, les molécules d'eau de mer, puisque la partie superficielle de la mer, ce qu'on appelle la couche euphotique, elle est plus chaude, beaucoup plus chaude. Elle a pris, au cours du siècle qui vient de s'écouler, sa température a augmenté de presque 2 degrés, on oublie de le dire. Comme il fait plus chaud, les molécules d'eau se dilatent, elles occupent plus d'espace. Et comme les molécules d'eau occupent plus d'espace, la conséquence est la suivante, c'est que l'eau pénètre à l'intérieur des terres et l'eau vient ennoyer progressivement les zones basses, c'est ce que je vous démontrais tout à l'heure. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et je vous promets, je vais essayer de ne plus bouger, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Voilà. Dans la Caraïbe, tous les territoires que vous voyez en bleu, là, tout cela, ce sont des territoires qui vont être ennoyés dans les années à venir. Cuba, Hispaniola et particulièrement la partie de la République dominicaine, Punta Cana. Alors bon, les mauvaises langues diront qu'ils nous font une concurrence tellement déloyale que, ma foi, c'est tant pis pour eux. Porto Rico, qui a un littoral extrêmement plat. Et puis, quand vous prenez toutes les petites îles de la Caraïbe, vous avez, si vous prenez la Guadeloupe, si vous prenez la Martinique, Barbade, etc., tous ces territoires vont subir une intrusion marine relativement importante. Et ça veut dire qu'il faudra repenser l'aménagement de ces territoires et où localiser toutes ces populations qui vivent en bordure côtière. Alors, je vais faire quelques zooms quand même, parce qu'à cette échelle, bon, on se dit, certes, il y a un problème, mais le problème, on n'en prend pas encore tout à fait conscience. Alors, je vais prendre le cas des Bahamas. Là, vous avez une vue aérienne des Bahamas, c'est une photo aérienne. Les Bahamas, c'est un archipel corallien. Le point le plus élevé des Bahamas, c'est plus 49 mètres, mais l'altitude moyenne des Bahamas, c'est plus 3 mètres. Donc on est à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors avec un collègue, on s'est amusé, parce que nous nous amusons comme ça, chacun ses passe-temps. Avec un collègue, nous avons simulé l'élévation du niveau de la mer d'ici la fin de ce siècle. Alors nous sommes partis d'une hypothèse optimiste, qui est la suivante, qui est de se dire que d'ici la fin de ce siècle, le niveau de la mer dans la Caraïbe va croître dans une fourchette qui est comprise entre plus 38 et plus 51 cm. Pour vous dire le vrai, on a comparé nos travaux à ceux de chercheurs de Princeton qui travaillent aussi sur la Martinique et qui, eux, sont beaucoup plus pessimistes puisque eux estiment que d'ici la fin de ce siècle, on n'aura pas au maximum plus 51 cm, mais on aura d'ici la fin de ce siècle plus 90 cm, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce que je vous présente, je tiens à préciser que c'est la version optimiste. Je ne vous présente pas la version pessimiste parce que ça pourrait... vous ne m'inviterez plus à donner des conférences ou sinon, mais... La version optimiste, c'est ça. Vous voyez les Bahamas, là? Mais à la fin de ce siècle, ça va donner ça. Ça, c'est la version optimiste. C'est-à-dire qu'une élévation de 51 cm, ça donne ça. Ça veut dire que les Bahamas perdent, d'ici 2100 à peu près, 2090, 2100, à peu près 85% de leur superficie. Ça veut dire qu'en termes de gestion des populations, en termes d'aménagement du territoire, se pose une vraie question. Et je me permets de déflorer déjà le sujet et de vous soumettre déjà une question, c'est toutes les personnes qui vivent sur ces territoires vont migrer. Où vont-elles aller? Et je pose une autre question, sommes-nous prêts à les accueillir? Deuxième cas, Hispaniola. Donc Hispaniola, vous savez que vous avez Haïti sur la main gauche et la République dominicaine sur la main droite. Voilà ce que ça va donner. Alors bon, l'avantage d'Haïti, c'est que c'est, au moins, Haïti, vous voyez comme quoi il y a quand même un bon côté, ma foi. Ils ont subi déjà tant. Haïti est montagneux, donc c'est ça l'avantage. Donc Haïti sera moins affecté que la République dominicaine. Ça va d'abord donner ça, voyez, et ensuite ça. Voilà, ça, et je reviens en arrière pour que vous voyez bien la différence, voyez. Je rappelle qu'Haïti, c'est de mémoire, ça doit être 14 fois la Martinique à peu près. Même des pays comme ceux-ci, qui sont quand même autrement plus grands que les nôtres, vont subir des intrusions marines très fortes. On va prendre le cas des îles Vierges américaines, par exemple. Là, vous avez les îles Vierges américaines, ça va donner ça. Voilà. Tous ces territoires vont subir une intrusion marine importante. Saint-Martin. Alors Saint-Martin, c'est vraiment un cas qui est très intéressant. Vous avez ici Saint-Martin, la partie française, et puis voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette zone que vous voyez ici, c'est celle qui a été la plus durement impactée lors du passage d'Irma et Maria.
Cette zone, en fait, c'est un tombolo, exactement comme le tombolo qu'on a à Sainte-Marie. Ici, vous avez donc un îlot. Et ici, en fait, c'est une langue sablonneuse qui a été, comment dirais-je, stabilisée et sur laquelle on a construit les hôtels, les restaurants, etc. Voilà ce que ça va donner. D'abord ça, puis ça. Voilà, ça c'est Saint-Martin à la fin de ce siècle. La vraie question est de savoir, est-ce qu'il est encore judicieux de continuer à investir et de continuer à construire sur un espace que l'on sait, dont on sait qu'il sera ennoyé d'ici la fin de ce siècle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je ne fais que poser des questions. Vous voyez, ça c'est justement Saint-Martin après le passage d'Irma et Maria. Vous voyez bien que toutes les zones hôtelières ont été totalement ennoyées. Et là, c'était juste le passage d'un ouragan. Là, c'est un phénomène, si vous voulez, avec une célérité très forte. Là, c'est un mécanisme violent. Mais ce dont je parle, c'est un mécanisme qui est extrêmement lent. Au moment où nous parlons aujourd'hui, le niveau de la mer s'élève dans la Caraïbe de plus 3,5 mm chaque année. C'est imperceptible, nous n'en avons pas conscience. Mais chaque année, plus 3,5 mm. Là, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du GIEC. Donc, les choses sont claires. Si je prends Saint-Kitts-Sénévis, pareil. On est à ça, ça va donner ça. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est quand même un peu plus montagneux, donc, mais ça évolue quand même. Les populations en zone côtière, que vont-elles devenir? On peut prendre Antigua et Barbuda, pareil. Hop, les territoires se réduisent à vue d'œil d'ici la fin de ce siècle. Alors, on va prendre des territoires que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. On va prendre le cas de la Guadeloupe. Il y a peut-être des Guadeloupéens dans la salle ou des personnes qui ont peut-être des intérêts économiques en Guadeloupe. Qui sait? Vous avez, pour ceux qui se... Bon, je ne vais pas bouger, mais enfin, pour ceux qui se repèrent un petit peu, vous avez tout en haut l'aéroport, la piste de l'aéroport Paul Caraïbe. La zone un peu ronde que vous avez là, c'est la décharge de Grand Camp. Puis le bras de mer que vous avez au milieu, là, c'est ce qu'on appelle la rivière Salée. C'est ce bras de mer qui scinde la Guadeloupe en deux, Grande Terre, Basse Terre. Et puis vous avez toute la zone en dessous, toute la zone où on aperçoit un peu Jarry. Voilà ce que ça va donner. D'abord ça, puis ça. Ben oui, la Guadeloupe, je rappelle que cette portion du territoire, c'est une ancienne mangrove qui a été remblayée. Le niveau de la mer monte inexorablement, on est en zone basse, le soubassement de surcroît est calcaire, donc permet l'infiltration d'eau, donc l'eau de mer pénètre à l'intérieur des terres. Alors cette situation, je tiens à préciser quand même pour vous rassurer, elle ne sera pas définitive, elle sera ponctuelle. C'est-à-dire qu'on en reviendra ensuite à des situations comme celle-ci. Mais ponctuellement, plusieurs fois par an, on aura ce type de situation. On peut prendre le cas du François. François est un cas d'école aussi en Martinique. Donc le François, vous voyez, la partie basse du François, c'est une partie qui est extrêmement plane. Ça va d'abord donner... Vous avez donc ici le bourg, on voit bien le bourg qui est enserré par deux rivières, la rivière des Roses, la rivière de Courant, et puis vous avez donc la baie du François en arrière-plan. Ça va d'abord donner ça. Puis ça. Voilà, ça c'est le François à la fin de ce siècle. Alors certes, vous me direz, et à raison, que dans cette pièce, et je ne veux pas vous casser le moral, messieurs, dames, mais en 2100, la probabilité que nous soyons encore là, elle est quand même assez modeste. En tout cas, je vous mets à l'aise, personnellement, je ne serai pas là. Bien, mais il n'empêche que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on laisse aux générations à venir? Où vont-elles habiter? C'est ça la vraie question. Enfin, je prends juste pour terminer le cas du Carbet. J'aurais pu prendre, bon, avec mon collègue, on a simulé toutes les communes, enfin littorales. Si on prend le cas du Carbet, ça va donner ça, puis ça, puis ça. Vous voyez? Donc là, on est juste au niveau de l'embouchure de la rivière du Carbet. Donc ça veut dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'ici la fin de ce siècle, la Martinique va perdre à peu près 5% de sa superficie. C'est-à-dire que toutes les zones que vous voyez en rouge, en jaune et en orange seront ennoyées. 5% de la superficie de la Martinique, vous me direz, mais ma foi, c'est pas énorme. Mais 5%, c'est quand même l'équivalent d'une commune comme le François. Et sachant qu'en Martinique, on a un territoire qui est montagneux, on a un territoire qui est soumis à toute la palette des risques naturels majeurs, un territoire de surcroît sur lequel vous avez des arrêtés de biotope, vous avez en plus un classement UNESCO qui de toute façon sera acquis d'ici quelques temps, etc., etc. Ça veut dire que les lieux où la population pourra se réfugier ne sont pas légion malheureusement.
Ou alors, il faut déclasser les terres agricoles, et ça pose un problème majeur. Voilà. Le véritable problème, c'est que ceci s'accompagne aussi d'une érosion côtière relativement importante. Alors, j'ai pris 2 exemples. Si on prend le cas en Dominique de Tukari Bay, on voit bien en 1997 et en 2000. L'érosion, de toute façon, elle est majeure. Si on prend le cas de Scott's Head à la Dominique, dans le sud de la Dominique, vous voyez bien qu'il y a aussi une érosion très importante. Si vous prenez le cas ici à Anguilla de Barney Bay, on voit bien avant et après. La photo du bas, elle a été prise à Bequia aux Grenadines, où l'érosion côtière est manifeste. Bon, j'ai une petite banque de photos comme ça pour la Caraïbe, où le dénominateur commun de la Caraïbe, de toute façon, c'est l'érosion côtière. Le littoral est en train de disparaître au fur et à mesure. Et donc, pour terminer, si vous voulez, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, on sait que les îles de la Caraïbe, de toute façon, sont vulnérables. Elles sont vulnérables de toute façon de par leurs caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire qu'elles sont petites, elles sont fragiles parce qu'elles sont constituées, elles sont bordées par la mer de tous les côtés. Les enjeux économiques et humains sont bien entendu sous la menace d'aléas qui sont nombreux, mais le vrai problème, en fait, c'est que vont devenir les populations qui habitent sur ces territoires. Où vont-elles migrer? Et moi, malheureusement, je prédis, et j'espère que cette prédiction ne s'avérera pas véridique, mais malheureusement, je le crains, c'est que ce que l'on vit aujourd'hui en Méditerranée, c'est-à-dire ces migrations de population, des personnes qui migrent, en raison de la guerre, bien sûr, en raison de la pauvreté, mais les migrations de population que l'on connaît aujourd'hui en Méditerranée, nous les vivrons d'ici une trentaine ou une quarantaine d'années, nous les vivrons dans la Caraïbe. Et donc, le vrai problème n'est plus de se dire « est-ce que ça va arriver ?» Le véritable problème, c'est de se dire « que faisons-nous pour tenter de minorer ce type de situation et surtout, quels autres débouchés économiques pouvons-nous trouver et comment aménager durablement ces territoires caribéens de façon à éviter ces migrations de population qui, de toute façon, seront mortifères pour tout le monde. » Voilà, je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'en suis à me demander si cela vaut la peine que j'intervienne devant vous après ce que vous venez d'écouter. Il y a matière à occuper toute la soirée dans des débats tout à fait passionnants, beaucoup plus passionnants que ce que vous pourrez tirer de ce que je vais vous dire maintenant. J'ai souvenir d'un texte dont je n'ai pas gardé en mémoire la référence, un texte de Schellcher qui évoque l'avenir prometteur qui pourrait s'ouvrir à une fédération des territoires de la Caraïbe. Schellcher ne visait pas l'ensemble identifié aujourd'hui comme la Grande Caraïbe, celle qu'a désignée le professeur Safache, cette Grande Caraïbe qui inclut aux côtés de la Caraïbe insulaire les territoires continentaux qui bordent la mer Caraïbe. Face aux défis du monde contemporain, la question de l'unité de la Caraïbe, posée par Schellcher, est plus que jamais actuelle et cruciale. Elle est à construire à partir d'un territoire fortement hétérogène. Et là, je suis obligé de reprendre quelques éléments déjà apportés par mon prédécesseur. Elle est hétérogène par la géographie d'abord. L'ensemble de la Caraïbe insulaire couvre un peu plus de 230 000 km² et à 44 millions d'habitants, avec à une extrémité les 3 plus grands territoires, Cuba, République dominicaine et Haïti, qui occupent 83% des terres et 82% des populations, cependant qu'à l'autre extrémité de cet arc Caraïbe, vous avez une quinzaine de territoires, la moitié de l'ensemble à peu près, qui disposent pour chacun de moins de 500 km² et de moins de 200 000 habitants. Les densités de population sont rarement inférieures à 200 habitants au km², mais elles peuvent atteindre des chiffres plus élevés, plus de 400 en Haïti ou à Porto Rico, plus de 600 à Aruba ou à Barbade. Hétérogénéité linguistique aussi. Un peu plus de la moitié de la population est hispanophone, 30% francophone, 16% anglophone et un peu moins de 1% néerlandophone. Diversité, enfin, des statuts politiques, tout aussi remarquable, 14 pays indépendants,
autant de territoires autonomes, pays et territoires d'outre-mer britanniques ou néerlandais, État libre associé de Porto Rico, îles Vierges américaines, collectivité française de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, que j'ai rangé parmi ces territoires autonomes. 5 territoires restent intégrés à un pays européen, Guadeloupe et Martinique, Bonaire, Saba et Saint-Eustache, qui sont des municipalités à statut spécial des Pays-Bas. Du côté du bien-être économique, la Caraïbe est assez bien placée au niveau mondial au regard de l'indice de développement humain, l'IDH, dont vous savez qu'il combine des informations relatives au produit intérieur brut, au PIB, à la santé à travers l'espérance de vie et au niveau d'éducation à travers la durée de la scolarisation. Un seul pays, Haïti, présente un indice très faible. 17 territoires ont un indice élevé, supérieur à 0,750 en 2018 ou très élevé, supérieur à 0,892. Ils sont 3 dans ce cas. Les autres pays ont un IDH moyen. Il reste que les taux de pauvreté sont souvent très élevés. Dominique, Sainte-Lucie, République dominicaine, Trinidad-Tobago, de 20 à 30% de taux de pauvreté. Je rappelle que le taux de pauvreté se définit comme 60% de la médiane du revenu d'un pays considéré. Grenade, 38%, Haïti, 58%. Les informations sont assez parcellaires sur ce point et le sont davantage encore pour ce qui concerne les inégalités au sein de la population, en ce qui concerne les revenus ou les patrimoines. Il semble qu'en général, la moitié la moins favorisée de la population dans l'ensemble de la Caraïbe ne dispose pas de beaucoup plus que de 10% du revenu et que les 10% les plus favorisés de la population accaparent 30% de ce revenu. Peut-être faut-il, pour spécifier la région, introduire la distinction que propose le géographe Romain Cruz, qui distingue entre 3 Caraïbes. La première, qu'il appelle Caraïbe insulaire hispanique, Cuba, Porto Rico et République dominicaine, caractérisée par la dominance sur le plan démographique d'une population métissée claire de peau, se revendiquant de son ascendance espagnole. La seconde Caraïbe regroupe les anciennes colonies britanniques et françaises et se compose de 80 à 95% de Noirs, le reste se partageant entre blancs d'origine européenne ou asiatique ou arabes du Moyen-Orient. Il l'appelle Caraïbes noirs. Le dernier groupe, enfin, se compose de territoires où les descendants des travailleurs immigrés originaires de l'Inde forment la plus importante des minorités communautaires. C'est le cas à Trinidad et Tobago, mais aussi, j'ajoute un peu des territoires continentaux, au Suriname et au Guyana. Cruz propose d'appeler cette dernière configuration indo-créole. 3 Caraïbes, donc, pour lui. La Banque mondiale observe que les projections de taux de croissance économique de la région Caraïbe pour les années post-Covid sont parmi les plus faibles du monde, alors même que la pauvreté a atteint son plus haut niveau depuis des décennies, et elle invite les États concernés à résoudre les déficiences chroniques en matière d'infrastructure, d'éducation, d'innovation et d'efficacité des dépenses publiques. Je voudrais à cet égard évoquer quelques thèmes qui me paraissent cruciaux. Je me contente de désigner les problèmes, je n'ai pas la prétention de les régler. Le premier de ces problèmes est celui de la menace que font peser sur ces économies les mouvements démographiques. Le vieillissement de la population d'abord, qui intervient à la fin de la transition démographique que connaissent ces territoires et qui pose le problème délicat du financement des retraites et des dépenses de santé, problème que nous connaissons bien aussi en Martinique. Plus importante encore est l'ampleur du phénomène migratoire. Non seulement il dépasse le taux de 10%, ce taux de migration, au-delà duquel on considère que les effets négatifs de l'immigration l'emportent sur les effets positifs, mais les migrations s'accompagnent ici d'une importante fuite des cerveaux. Les statistiques disponibles montrent que les migrations concernent 8% de la main-d'œuvre diplômée du primaire, mais 37% des diplômés du secondaire et 63% des diplômés du supérieur. Il y a là très clairement une perte de l'investissement réalisé dans la formation,
une augmentation des inégalités entre territoires de départ et territoires d'accueil, et une perte de la capacité d'innovation et de dynamisme dans le territoire de départ. À l'horizon 2050, selon les projections de l'ONU, 10 territoires de la Caraïbe insulaire auront connu une diminution de leur population. Ce sont notamment la Martinique qui aura perdu 10% de sa population, Porto Rico 24,9%, Trinidad et Tobago 11,9%, îles Vierges américaines 14%. Un second problème concerne l'économie du tourisme, qui représente 40 à 90% du PIB et de l'emploi direct et indirect dans une douzaine de territoires. La crise de 2008 et celle du Covid ont montré que cette activité était sujette à des contractions brutales. Une double question est posée, celle des dangers de l'hyperspécialisation, celle d'une politique de tourisme durable qui à la fois maintienne la compétitivité du territoire et préserve l'environnement et la biodiversité. Se trouve posée dans un même mouvement la question de l'implication des États dans la vie économique et de leur rupture avec l'idéologie néolibérale qui prévaut dans la région. Est à remettre en cause également derrière cette hyperspécialisation dans le tourisme, le modèle d'industrialisation par invitation qui a prévalu dans la région dans les années 50 et 60, qui consistait donc à chercher à attirer le maximum de capitaux extérieurs au prix d'avantages fiscaux et de facilités de toutes sortes au bénéfice des investisseurs. Les résultats de cette politique ont été mauvais. Un troisième problème a trait au rôle du bassin caribéen dans la circulation de la drogue et l'approvisionnement des marchés nord-américains et européens. On sait que l'économie de la drogue s'accompagne de la montée de la criminalité, de la violence et de la corruption, ce qui n'est guère propice au climat des affaires et n'est pas de nature à augmenter l'attractivité de ces territoires. Un dernier problème, enfin, peut-être le plus important pour ce qui concerne notre session d'aujourd'hui, c'est celui de l'intégration régionale, qui est posée comme support au développement et outil d'insertion dans la mondialisation. Le problème de la Caraïbe en matière d'intégration régionale, c'est que celle-ci est extrêmement faible. Il y a très peu d'échanges commerciaux dans la zone Caraïbe, d'échanges entre pays de la Caraïbe, et les déplacements sont extrêmement onéreux d'un territoire à l'autre. Le souci de coopérer des États caraïbes est ancien. Il s'est traduit par plusieurs structures. La Fédération des Indes occidentales créée en 1958, disparue 4 ans après. La CARIFTA, qui est une association de libre-échange qui vivra de 1965 à 1972. Un marché commun de la Caraïbe orientale créé en 1968 et qui vise la création d'un espace économique et financier commun, deviendra l'OECO en 1981 et l'OESC en 2010. L'OESC, qui est l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, comprend 15 membres et 7 membres, et 4 membres associés, dont la Martinique et la Guadeloupe. La CARICOM, Communauté de la Caraïbe, créée en 1973, avec pour objectif de renforcer les liens interétatiques dans la Caraïbe et de construire un espace de libre-échange autour d'un marché unique. L'AEC, enfin, Association des États de la Caraïbe, créée en 1994, qui a pour but de promouvoir la consultation, la coopération et l'action concertée entre tous les pays de la Caraïbe. Les travaux de l'organisation sont axés sur la réduction des risques de catastrophes, le tourisme durable, le commerce, les transports et les relations économiques extérieures, ainsi que la protection de la mer des Caraïbes. L'AEC compte 25 membres. Les membres de ces organismes, dont les compétences revendiquées se chevauchent, semblent indiquer que le chemin de l'intégration est encore assez loin. Je vous remercie. Alors écoutez, je vais tâcher de répondre. On va commencer par la dernière question, l'avant-dernière question sur le basculement de la Martinique
qui s'enfonce un peu, qui s'enfonce au nord-ouest et qui se soulève au sud-est. Donc c'est un mécanisme qu'on appelle la volcanoisostasie et qui est un mécanisme qui est toujours d'actualité, puisque en raison de la présence d'une surcharge pondérale au nord, la Martinique est beaucoup plus lourde au nord en raison de la présence de volcans. Elle a tendance en effet à s'enfoncer au nord-ouest et se soulever au sud-est, mais ceci ne fait qu'accentuer justement l'érosion et l'intrusion marine côté nord-ouest. C'est-à-dire que les communes qui seront encore plus impactées par ce que j'ai démontré seront essentiellement les communes du Carbet, de Saint-Pierre, du Prêcheur, qui sont vraiment soumises à ces aléas. Et donc ça me permet de faire le lien avec la question relative au Prêcheur. Que penser de la situation du Prêcheur? En fait, au Prêcheur, l'érosion côtière est telle, je rappelle quand même qu'au Prêcheur, si vous prenez un quartier comme le quartier... vous avez par exemple Sainte-Philomène, par exemple. À Sainte-Philomène, ces 75 dernières années, le littoral s'est replié de 156 mètres, c'est-à-dire sur 75 ans. C'est-à-dire que la mer était 156 mètres plus loin. Donc, il faut vraiment avoir conscience de la situation. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit rappel. Lorsque les premiers colons arrivent en Martinique, tous tiennent le même discours dans leurs écrits, et d'ailleurs certains sont encore, on peut les consulter à la bibliothèque Schellcher ou aux archives départementales. Ils disent la frange côtière dans le nord avait en moyenne une largeur de 300 à 400 mètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des plages qui font 30 mètres, vous êtes heureux. Et à l'époque, les plages avaient entre 300 et 400 mètres de largeur. Donc c'est bien la preuve que l'érosion côtière s'est développée et que cette érosion côtière ne cesse, année après année, de grignoter la marge côtière. Donc, le cas du Prêcheur, le déplacement de population, c'est peut-être l'une des solutions. C'est ce qu'on appelle le décasement, le fait de déplacer les populations vers l'intérieur des terres. Sauf qu'au Prêcheur, si j'ose dire, ça a été relativement facile à mettre en œuvre, façon de parler, parce que le nombre de personnes à déplacer était peu important. Il s'agissait de déplacer, je crois, entre 5 et 7 familles. Donc ça a été assez facile. Quand nous aurons à déplacer, je rappelle que sur la frange côtière en Martinique, on estime qu'il y a entre 40 000 et 50 000 personnes qui vivent directement sur la frange côtière. Quand nous aurons à déplacer 50 000 personnes, ce sera une autre dynamique, puisqu'il faut trouver, du foncier disponible. Deuxièmement, il faut que les populations soient d'accord pour partir, parce que en dehors, j'ai envie de dire, d'une situation qui est cataclysmique, où l'État prend un arrêté disant que manu militari, on va déplacer les populations, vous n'avez pas le droit de déplacer les populations. Il faut avoir leur assentiment. Et donc, il faut d'abord obtenir l'assentiment des populations. Deuxièmement, leur offrir l'équivalent de ce qu'elles vont quitter. C'est-à-dire que si monsieur X a une maison qui vaut 500 000 euros, donc il faut lui trouver dans l'arrière-pays une maison qui a une valeur de 500 000 euros. Donc vous imaginez le casse-tête que cela sous-tend si on veut déplacer les populations. Pour vous donner un exemple que je connais bien, puisque je l'ai suivi en Guadeloupe, au niveau de la commune de Petit-Bourg, où il y a une érosion côtière extrêmement importante. On a déplacé 12 familles. Ça a pris à peu près 14 ans pour déplacer 12 familles. Parce qu'entre le moment où il a fallu les approcher et le moment où on les a relogées, il s'est passé 14 ans. Voilà, pour 12 familles. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur l'âpreté du problème et surtout sur le fait de s'y prendre suffisamment tôt. Parce que malheureusement, ce n'est pas lorsque l'on aura la tête collée contre le mur qu'il faudra tenter de trouver des solutions. C'est 50 ans avant qu'il faut trouver ces solutions. Et enfin, la dernière question que vous m'avez posée était celle donc, du Sud. De toute façon, dans le Sud, il faut bien comprendre que, je ne vous ai pas montré ces simulations parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Mais si on disposait de plus de temps, comme je vous l'ai dit, avec mon collègue, on a simulé vraiment l'élévation du niveau de la mer dans toutes les îles de la Caraïbe et dans les îles que nous connaissons le mieux. On a pris chaque commune littorale et on a simulé l'élévation du niveau de la mer. Si vous prenez le cas de Sainte-Anne, si vous prenez le cas du Marin, si vous prenez le cas du Vauclin, etc., c'est dramatique ce qui va se passer. Je vous donne juste un exemple. Au niveau de Sainte-Anne, l'actuel Club Med
sera sous l'eau entièrement. Il n'existera plus d'ici une cinquantaine d'années. Il n'y aura pas de Club Med. Donc profitez-en bien, allez-y, très très honnêtement. Il y a des zones comme ça qui sont assez symboliques, j'ai envie de dire, ou mythiques, qui n'existeront plus. Donc il faut franchement que nous ayons conscience de l'âpreté du problème. Et maintenant, la première question qui m'a été posée, c'est que faire ? Ben écoutez, malheureusement, j'aimerais avoir une baguette de magicien et vous dire ce qu'il faut faire. En tout cas, aujourd'hui, nous en sommes à nous dire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui travaillent de très très longue date sur ces questions. J'étais récemment, il y a quelques mois, il y a quelques semaines encore, j'étais au Canada pour travailler avec des collègues sur ce type de questions, et il y avait aussi des collègues américains. Et en fait, les Américains, ils sont très pragmatiques. Eux, ils se disent la chose suivante. Ils disent, nous n'avons aujourd'hui pas les moyens, nous n'avons pas les solutions pour lutter contre le changement climatique. Donc, ce que nous prônons, c'est la création de murs. On va créer des murs, tout simplement. On va créer des digues. Donc, aux États-Unis, c'est très simple. Il y a un projet qui est ficelé même économiquement, qui consiste, côte Est, à partir de la frontière canadienne et à descendre jusqu'en Floride. De Floride, faire le tour donc, du golfe du Mexique. Et de l'autre côté, frontière mexicaine et en remontant jusqu'au Canada, un mur de 8 mètres de haut, 5 mètres de large, 30 000 km de mur. Bon, vous imaginez qu'avec un tel projet, vous faites fonctionner l'économie américaine quand même pendant 30 ans. Hein. Bon. Et puis les mauvaises langues comme moi me disent aussi que bon, ça pourra peut-être un petit peu juguler les migrations mexicaines, un tout petit peu. Mais bon, ça c'est parce que je fais du mauvais esprit. Mais pour être plus sérieux, c'est la solution qu'ont trouvée les Américains. Ils disent, comme on n'a pas de solution, on mettra d'abord un mur. Donc ça permettra à nos ingénieurs pendant 30 ou 40 ans de travailler pour trouver une solution plus durable. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution que les Américains prônent, ils disent, si ça ne suffit toujours pas, il y a une solution, c'est de transvaser. En fait, les Américains ont pris un planisphère et ils se sont rendus compte que sur Terre, il y a des mers qui s'assèchent. Mer morte, mer Noire, mer Caspienne, mer d'Aral, etc. Et ils disent, mais l'équation, elle est très simple. D'un côté, on a trop d'eau, de l'autre, on n'en a pas assez. Mais on va transvaser simplement l'excès d'eau de mer dans les zones où il n'y en a pas assez. Et il y a un projet très sérieux qui consiste à créer des pipelines transcontinentaux qui vont pomper l'excès d'eau de mer et qui vont alimenter ces zones maritimes qui sont en train de s'assécher. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, qui est cette fois-ci pour le coup un petit peu plus folle par contre, consiste, les Américains se sont rendus compte, c'est assez original, ils se sont rendus compte qu'il y a sur Terre des déserts. Et oui. Donc il y a le désert du Sahara, Mojave, Gobi, Kalahari et consorts. Vous noterez que parmi ces déserts que je cite, il n'y a pas le désert de la mort qui se trouve aux États-Unis, hein, il a bizarrement disparu. Et donc ils se sont dit, si ces solutions ne sont toujours pas optimales, dans les déserts, on va créer de grandes excavations et on va créer des mers intérieures pour stocker l'excès d'eau de mer. Et donc, il y a un projet très sérieux qui consiste à imaginer, dans le Sahara, faire un trou qui fera 2000 km de long sur 1000 km de large. Je rappelle que la Martinique fait 70 km de long. Pour y stocker, et 1 km de profondeur, pour y stocker l'excès d'eau de mer. Donc, si vous voulez, on en est là. C'est-à-dire, on en est à imaginer des projets qui sont tous plus fous les uns que les autres, parce que justement, on n'a pas de solution. Et le dernier, celui qui est quand même sympathique, et vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs, le dernier, c'est Elon Musk, qui se dit, mais de toute façon, ce n'est pas la peine de faire tout ça, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'aller coloniser d'autres planètes. Et s'il a créé SpaceX, c'est aussi pour ça. Et il y a un projet très sérieux, contrairement à ce que vous pensez, c'est un projet très sérieux qui verra le jour d'ici moins de 10 ans. Et là, vous voyez, ce qui semblait être de la science-fiction il y a encore peut-être 20 ans, ne l'est plus. Elon Musk est en train de former, au moment où nous parlons, 32 personnes. Il y a 32 jeunes, 16 hommes, 16 femmes, qui ont entre 18 et, je crois que le maximum c'est 28 ans, je crois, entre 18 et 28. Ils sont en formation et ce seront les premiers terriens à aller coloniser Mars. Donc aujourd'hui, ils ont une formation qui va durer à peu près 7 ou 8 ans. Pourquoi ? Parce que il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines. Il faut qu'ils soient bons en médecine, il faut qu'ils soient bons en informatique, en agronomie, en électricité. Parce que quand ils arriveront sur place, bien sûr, ils seront en totale autonomie.
Alors, le petit détail au passage, c'est que c'est un aller sans retour, puisque l'aller, c'est 9 mois pour aller sur Mars, et ils n'auront pas les moyens de revenir. Donc, ce seront les premiers à coloniser Mars et à vivre et à mourir sur Mars, bien sûr. Mais leur nom restera dans la postérité. Bien. Donc, ces personnes ont été recrutées et sont aujourd'hui en formation. Et Elon Musk avait dit « Je les enverrai sur Mars avant 2035 ». Et puis là, récemment, il a fait une déclaration, il a dit « Non, mais 2035, ça me paraît quand même assez loin, ce sera en 2032 ». Donc, vous voyez que nous verrons, si tout se passe bien, nous verrons les premiers humains à aller coloniser Mars. Donc, c'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à se dire que la Terre n'a peut-être plus d'intérêt, il faut aller voir ailleurs. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes là. Pourquoi ? Parce que, et je prends mes responsabilités en le disant, parce que nous sommes malheureusement anesthésiés. Nous sommes anesthésiés pourquoi ? Et ce n'est pas du tout un discours politique, je vous rassure, c'est simplement un discours pragmatique. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui va vous parler. Imaginez que vous ayez des enfants et que vos enfants soient malades. Vous allez voir un médecin pour qu'il vous soigne. Et le médecin vous dit, écoutez, ils sont vraiment malades. Mais ce que je peux faire pour eux, c'est juste de leur donner un peu d'aspirine pour qu'ils restent encore malades encore quelques années, mais qu'ils ne meurent pas tout de suite. Mais c'est exactement la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, on est en train de se dire, le réchauffement climatique, on sait très bien qu'il faut tout faire pour juguler l'élévation de la température moyenne sur Terre. Alors en 2015, on s'est dit, on va limiter ce réchauffement à plus 2 degrés. Là, à la COP27, la dernière, on dit, on va limiter à plus 1,5. Mais personne ne dit on va tout faire pour qu'il n'y ait plus de réchauffement. On va véritablement changer de modèle, d'autant qu'il existe. Il y a un économiste qui est prix Nobel quand même d'économie, qui a démontré dans un ouvrage que changer de modèle, c'est possible, et ça permet même de gagner en plus de générer du profit en plus en changeant de modèle. Mais le problème, c'est que personne ne veut changer de modèle. Pourquoi ? Parce que les lobbies, qui sont des lobbies pétroliers pour la plupart, sont tellement puissants qu'on n'ose pas changer de modèle. Et on ne se donne pas cette possibilité, on n'a pas cette liberté de changer de modèle et d'essayer au moins, je dis bien essayer au moins de changer de modèle. Et on reste prisonnier des lobbies pétroliers parce que on sait très bien que quand vous prenez des entreprises, des multinationales comme Shell, British Petroleum et consorts, ce sont des entreprises qui ont des moyens tellement importants qu'elles font des fonds, etc., l'économie mondiale. Voilà, c'est uniquement ça. Donc, à un moment, il faut peut-être avoir cette liberté, et je pense que c'est très intéressant que je tienne ce discours ici, il faut se donner cette liberté, justement, de se dire, essayons un autre modèle. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à l'âge de pierre, je vous rassure. Ça ne veut pas dire qu'on courra en pagne avec le pieds nus et des lances à la main. Ça veut dire changer de modèle, ça veut dire arrêter cette espèce de tout pétrole pour se donner les moyens de changer de modèle et de faire autre chose. Voilà, c'est uniquement ça. Mais en dehors de ça, je n'ai pas de solution miracle. Alors, à Fort-de-France, il est possible, par exemple, parce que je ne vous ai pas montré les simulations à Fort-de-France, parce qu'elles sont extrêmement perturbantes, si j'ose dire. Je vous rassure, hein. Enfin, je vous rassure, non, je ne vous rassure pas. Mais l'eau de mer va remonter jusqu'au Théâtre-Saint-Ville, voilà, pour vous donner un exemple concret. Le Fort Saint-Louis, qui était une île, va retrouver son caractère insulaire, c'est-à-dire que toute l'avenue qui passe devant le Fort Saint-Louis et qui anciennement était une mangrove retrouvera son caractère maritime. Et donc tout ceci, c'est pour 2070, c'est pour 2080. Donc c'est-à-dire que nous ne serons pas là pour le voir, mais si nous souhaitons, et on s'inscrit dans une logique de développement durable, si nous souhaitons laisser quelque chose d'assez réaliste et encore potentiellement utilisable pour les générations futures, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et ces bonnes décisions, c'est arrêter le tout pétrole parce que ce n'est pas suffisant. Et quand je dis cela, ce n'est pas à l'échelle de la Martinique, c'est à l'échelle mondiale. Hein. On parle bien de l'échelle mondiale, puisque même si la Martinique devient vertueuse, ça n'aura aucune incidence à l'échelle mondiale. Mais il faut qu'à l'échelle mondiale, nos dirigeants entendent ce discours. Voilà. Question difficile. Pourquoi certains maires font cela ? Il faudrait peut-être leur poser la question. Mais très concrètement, non, c'est sûr que, vu les perspectives actuelles, il faut vraiment que nous soyons très imprégnés du fait que dans les années à venir, et là, il faut être très sérieux, dans les années à venir, les années à venir risquent de ne pas être particulièrement roses. Elles seront ce que nous en ferons, mais elles risquent de ne pas être heureuses. Pourquoi ? Parce que malheureusement, nous n'avons pas pris au sérieux le fait que
La mer, nous sommes sur un territoire insulaire, sur un territoire de surcroît qui est petit, et la mer monte inexorablement. Je ne sais pas si, pour certains, vous êtes allés aux Salines récemment encore, mais aux Salines, la plage ne ressemble plus à rien. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, c'est pas très joli, mais l'image que j'avais des Salines quand j'étais enfant, c'est pas du tout ce que je retrouve aujourd'hui. Quand vous allez sur la plage du Diamant, ça n'a strictement rien à voir avec les photos que j'ai pu voir dans les années 50 ou dans les années 60. Donc il y a bien quelque chose qui est en jeu, qui est en cours du moins. Donc ce qu'il faut véritablement faire, c'est prendre conscience de la situation, parce que certains n'en ont pas encore conscience. Deuxièmement, c'est essayer de modifier notre façon d'aménager l'espace. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, moi je pointe toujours cela du doigt, aujourd'hui vous avez par exemple l'Agence des 50 pas géométriques qui fait tout pour régulariser les populations sur la frange côtière. Alors, socialement parlant, ça a du sens, parce que vous avez des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont besoin d'avoir un titre de propriété, etc. Socialement parlant, ça a du sens. Mais est-ce qu'en termes de mitigation, en termes de protection des populations, il est utile de maintenir sur une zone dont on sait qu'elle sera ennoyée d'ici quelques dizaines d'années une partie importante de la population. Là, il y a peut-être, même au niveau de la loi, si vous voulez, des incohérences qu'il faut aussi appréhender. Voilà, je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas de solution miracle. Maintenant, il y a des maires qui devraient être peut-être plus prudents, je vais dire ça comme ça, plus prudents, parce que c'est sûr que, bon, je sais à quelle construction on fait allusion, elle est en effet, bon, pour le moins quasiment les pieds dans l'eau, elle le sera de toute façon à court terme, les pieds directement dans l'eau, et ça va poser problème de toute façon, ça va poser problème, parce que si vous voulez, il suffit qu'il y ait exactement la même situation qui s'est produite lors du passage d'Irma et Maria, c'est-à-dire ce qu'on appelle des marées de tempête. En raison de la chute de la pression atmosphérique, le niveau de la mer remonte de plusieurs mètres, et toutes ces zones seront ennoyées. Il faut vraiment avoir conscience de cela. Nous sommes dans une phase qui risque d'être extrêmement difficile dans les années à venir si nous ne prenons pas conscience du fait que, nous sommes vulnérables, et que, il faut que nous changions nos modalités d'aménagement de l'espace. Je crois que le modèle le mieux adapté à lutter contre le changement climatique, ce serait un modèle fondé sur la justice sociale. La pollution est un sous-produit de l'activité des individus les plus riches de la société. Et il serait temps que les revenus et les biens, les patrimoines soient répartis de manière plus équitable. Cela dit, il faudrait que ce modèle mette aussi, parmi ses objectifs, la protection de l'environnement. Et il faudrait doubler ce modèle économique d'un modèle politique qui consisterait à imposer à ceux que nous chargeons de prendre des décisions à notre place, de leur imposer de prendre en compte les avertissements qui leur sont donnés par le professeur Safache et par d'autres spécialistes des questions climatiques. S'agissant du revenu universel, je n'y crois pas personnellement tellement pour la Martinique, compte tenu de la manière dont nous voyons depuis des années vivre ces questions d'allocation, etc., etc. Il y a à la fois des comportements qui sont un peu déviants, et des appréciations, une représentation des gens qui perçoivent des allocations qui est mauvaise et qui nuit, à mon avis, à la solidarité que nous devrions avoir entre nous. Je crois davantage à un mécanisme comme celui qui a été conçu par l'association ATD Quart Monde et qui a été utilisé dans une loi de 2016 qui permet de réaffecter les aides sociales à l'emploi de personnes qui en sont privées. Il faudrait que soit réaffirmé avec force le droit de chacun à l'emploi et que la société se préoccupe de fournir à chacun un emploi adapté à ses compétences, étant entendu que le financement pourrait être obtenu par cette réaffectation des sommes qui sont utilisées pour les prestations sociales. Voilà mon point de vue. Je faisais partie d'un groupe qui réfléchissait sur la coopération dans la Caraïbe, grâce à des économistes comme, je serai très bref, comme Jean-Louis Rouzol et, je pense que tu as connu, le professeur trinidadien Lloyd Best. Et il y avait un groupe qui avait été créé, qui s'appelait Tapia, avec un journal, et nous réfléchissions sur la coopération, il y a plus de 50 ans. Par rapport à la coopération, pour bien connaître la Caraïbe, de Cuba à Trinidad, pour avoir fréquenté les ambassades de France à Cuba et en République dominicaine,
je précise, loin de moi l'esprit de faire la politique dans ce temple, hein, ce n'est pas du tout ça. J'ai toujours eu l'impression qu'il y a des freins, parce que ces 2 ambassades, par exemple, j'ai vécu des sortes de complexes de supériorité du personnel diplomatique vis-à-vis des populations de ces pays. Je dis bien que je ne fais pas de politique, mais c'est ce que j'ai vécu, et il y a 50 ans, on le pensait, et on pense que jusqu'à aujourd'hui, je vais terminer, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une volonté de ne pas vraiment développer la coopération régionale. Il suffit de regarder les prix des billets d'avion, il suffit de regarder tous les freins qu'il y a, je ne vais pas les citer parce que Christian le connaît mieux que moi, tous les freins qu'il y a en matière de coopération dans le Caraïbe. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Merci. Je ne peux que souscrire à la position émise par Philippe. Il a tout à fait raison. La question de la coopération est une affaire importante qui mériterait qu'on s'en occupe un peu plus sérieusement que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Quant à ce qui concerne la criminalité et la violence, non, je n'ai pas de réponse, véritablement. Je pense qu'il y a probablement une politique importante à mettre en place, mais je n'ai pas de proposition sur ce terrain-là. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ma supplique. Je voudrais simplement rappeler que les économistes, depuis le Club de Rome, depuis les travaux de Meadows, ont mis en garde sur les risques. Certains ont interprété leurs préconisations comme de la décroissance. Ce n'était pas ça le travail au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. C'était extrêmement simple en prenant les théories d'Adam Smith, c'était de dire que la Dame Nature a des limites physiologiques, physiques, et qu'il fallait gérer comme de la matière première d'une manière rationnelle. Face à ça, c'était la consommation, la croissance à tout va, le Dieu croissance. Rien à faire de ce que sera demain, rien à faire de ce qu'on laissera nos générations derrière nous. Toujours plus, et puis, comme disait De Closet, EPM, et puis merde. Donc, je ne crois absolument pas aux grandes messes. Je suis d'accord à ce qui a été dit sur la puissance des lobbies. Ils sont dans le palais, ils commandent, on les paye gracieusement. Aucune civilisation ne pourra prétendre à subsister normalement, à donner à manger et à donner du travail, tant qu'il y aura une minorité qui s'arroge la loi, qui impose sa loi, face à une majorité, je finis, face à une majorité silencieuse. Les préconisations, elles existent. Nous avons des ingénieurs, nous avons des modèles. Vous avez parlé d'une construction sur une commune que je nomme Scholcher, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, pourquoi ne pas engager résolument des plans quinquennaux pour mettre en place des solutions alternatives? Pourquoi on ne le fait pas? Toutes les constructions publiques de l'État et des autres collectivités, il n'y a aucun photovoltaïque, il n'y a aucune récupération des eaux pluviales. Donc, c'était juste ma contribution. Et la dernière... Il n'y avait pas de question, alors? Si, ma question, allez-y, c'est de dire pourquoi on utilise toujours le mot durable, alors que lors du premier sommet à Rio, le mot qui avait été retenu était alternatif, en anglais sustainable. Pourquoi? Donc, à partir d'un traité, le plus grand des traités quand même, il n'y a eu qu'une déviance à partir du mot. Merci. Merci. Alors c'est vrai, moi ma réponse elle sera très simple, vous avez entièrement raison. Le mot durable, en tout cas le terme anglais sustainable ne se traduit pas par durable. Ça se traduit en réalité par soutenable, peut-être par... en dehors de soutenable, je ne vois pas d'autres traductions. Mais c'est vrai qu'on a utilisé le mot durable. Or, on sait très bien qu'un développement par définition, et là je suis face à un économiste, un développement par définition, en aucune façon ne peut être durable. La durabilité, ça veut dire qu'il y a une forme de constance dans la chose, dans la durée, alors que le développement par définition, c'est quelque chose qui est en dents de scie et qui peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il n'y a en aucune façon une certaine, j'ai envie de dire, une trajectoire qui peut être linéaire. Donc, c'est sûr que déjà,
à la base, la notion de développement durable, elle est pipée, si j'ose dire, elle est erronée, dans la mesure où le vocable que l'on utilise ne convient pas. Oui, donc là, vous avez entièrement raison. Après, maintenant, il faut voir ce qu'on met derrière le développement durable, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour le grand public, le développement durable, c'est de l'environnement, on est respectueux vis-à-vis de l'environnement, on est socialement équitable et on est économiquement dans, je vais dire, une certaine retenue. Mais en fait, le développement durable, c'est pas du tout ça. Le développement durable, si on en revient au fondement même du développement durable, c'est-à-dire le développement durable pour Thomas More, au XVIe siècle, le développement durable, c'est replacer l'homme au cœur du système, c'est-à-dire que l'homme ne soit plus une variable d'ajustement. C'est ça le développement durable. C'est enfin considérer l'homme comme l'essence première de toute chose et ne pas le considérer comme une variable d'ajustement. Sauf qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est une sorte de tarte à la crème. Tout le monde se gargarise du développement durable en parlant beaucoup d'environnement. Alors bon, ça ne me déplaît pas, mais en parlant beaucoup de social, de sociétal, d'économie, etc., en oubliant quand même qu'il y a un élément central qui est l'homme et qui malheureusement est encore aujourd'hui une variable d'ajustement. Voilà. Oui, voilà. Alors, moi, j'ai une question en 3 temps, et peut-être Voilà. J'ai une question en 3 temps. Je n'ai pas du tout entendu parler du mot résilience. Donc, il me semble, justement, dans les questions liées à la gestion durable des ressources et aux effets indésirables du climat, il y a peut-être cette question à aborder. Le scénario est extrêmement catastrophique. Il est vrai qu'effectivement, un certain nombre de choses se passent, on les voit, c'est concret, mais il y a aussi des solutions qui sont partielles. Et moi, ma question, c'est est-ce que finalement, si on considère l'homme comme étant partie intégrante d'un système naturel, est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas naturel, justement ? Puisque si l'homme est une composante du système et des écosystèmes, peut-être qu'il fait partie de l'un de ces êtres vivants qui perturbe. C'est lui aujourd'hui, demain ce sera peut-être un autre. Et alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, j'interroge en 3e partie l'université. Que fait l'Université des Antilles-Guyane pour travailler aux côtés des décideurs, pour influencer véritablement les politiques publiques, pour former réellement de jeunes étudiants qui interviennent sur le territoire martiniquais, qui soient recrutés dans des cabinets de consulting et qui ne soient pas juste en stage un petit peu à la CTM, à la DD, enfin à l'ancienne DD, enfin je sais pas, et qui puissent effectivement avoir un lieu d'expression sur le territoire martiniquais, encadrés par des professeurs qui sont réellement intéressés à en faire de véritables citoyens engagés. Voilà ma question. Alors, je vais répondre à votre question. Je vais tenter d'y répondre Vous avez 3 temps, moi j'aurai 2 temps. Premièrement, sur la résilience. Oui, vous avez raison, madame, il faut être résilient, mais sauf que pour être résilient, il faut vouloir l'être. La résilience, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La résilience, c'est quelque chose qui se travaille. Or, aujourd'hui, sommes-nous prêts à travailler sommes-nous prêts à nous inscrire dans une logique résiliente ? C'est ça la vraie question. Moi, je vous retourne la question, sommes-nous prêts à rentrer dans cette logique de résilience ? Parce que quand vous savez, par exemple, qu'en Martinique, on vend 22 000 véhicules neufs chaque année, est-ce qu'on est prêt à être résilient ? Quand tous les matins sur l'autoroute, vous avez chaque individu dans une voiture et que dans une même famille, vous avez 6 véhicules, sommes-nous prêts à être résilients ? Parce que si vous voulez, on peut toujours, et mon propos ne vous est pas adressé, hein, mais on peut toujours se gargariser de la résilience, si vous voulez, et dire il faut être résilient, oui, il faut l'être. Mais que faisons-nous pour l'être ? C'est ça la vraie question. Donc, mais je suis d'accord avec vous, c'est l'une des pistes, si j'ose dire, pour s'en sortir, c'est en effet initier une vraie politique de résilience. Mais cette politique, elle passe par l'éducation, elle passe par l'information et elle passe par l'université, je suis d'accord avec vous, et donc ça fait le lien avec mon 2e temps. Alors, je me garderai bien de parler au nom de l'université parce que je ne suis pas président de l'université, enfin je ne le suis plus. Et puis, je n'ai pas envie de parler au nom de l'université, donc je ne vais pas le faire. Mais il n'empêche que dans cette université, il existe quand même des laboratoires qui travaillent. Alors, pour certains, on pourrait dire qu'ils devraient peut-être faire plus, certes, mais en tout cas, il y a quand même des travaux qui sont publiés chaque année. Ces travaux n'ont
enfin, je veux dire, on n'a pas à rougir des travaux que l'on publie, puisque ce sont des travaux qui sont publiés au niveau national ou au niveau international. Donc, voilà. Maintenant, moi, je vous invite véritablement, si vous avez des pistes, vraiment à vous rapprocher de la gouvernance de l'université pour mettre en place quelque chose. Mais personnellement, moi, je ne me parlerai pas au nom de l'université dans la mesure où j'en ai pas mandat. Voilà. Je ne suis pas autorisé à parler au nom de l'université. Le président Geoffroy, qui reçoit tout le monde, vous recevra si vous souhaitez véritablement lui proposer quelque chose. Mais en tout cas, l'université, à mon sens, qui a fêté récemment ses 40 ans, n'a pas démérité. Vous savez, il y a deux façons de voir le problème. Soit on se dit, on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. L'université, c'est une jeune université. Elle n'a que 40 ans. Très souvent, moi, j'entends des collègues qui me disent « Ah oui, mais tu sais, moi, à la Sorbonne ou moi, à Paris 6, mais notre université n'a que 40 ans. On ne peut quand même pas comparer une Ferrari, une 2 chevaux. L'université n'a que 40 ans et vous comparez... Enfin, quand je dis vous, je ne parle pas de vous, madame. Mais on va comparer l'université avec la Sorbonne ou avec le MIT ou avec... Ça n'a aucun sens. Il faut rester pragmatique. C'est une jeune université qui a connu des difficultés, qui essaye tant bien que mal de faire face et comment dirais-je, et qui produit chaque année de jeunes intellectuels. Et ces jeunes, moi je suis ravi parce que je les rencontre régulièrement à la CTM, je les rencontre, ils sont en poste un peu partout, ils deviennent enseignants, ils sont dans les collectivités territoriales, certains sont à l'international, moi en tout cas j'en croise beaucoup dans mes déplacements, j'en croise beaucoup hors de la Martinique, en Floride récemment encore. L'université joue son rôle. Alors elle aurait peut-être pu faire mieux, elle aurait peut-être pu faire plus, c'est certain, mais en tout cas elle joue son rôle. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, évidemment, merci à nos deux conférenciers qui nous ont vraiment éclairés. Moi, j'ai écouté, je n'oserais pas dire religieusement, parce que ce n'est pas le lieu, mais avec vraiment beaucoup d'attention ces prises de parole, tout à fait à la fois passionnantes, ces prises de parole, et en même temps un peu inquiétantes quand même, pour ne pas dire plus. Alors, évidemment, je remercie les loges de Martinique qui ont organisé cette conférence, qui est bien dans l'idée de ce que nous voulons transmettre, c'est-à-dire, je ne sais pas quel est le pourcentage de non-francs-maçons dans cette salle aujourd'hui, j'espère qu'il est relativement important, mais l'idée, c'est de montrer la réalité de ce qu'est la maçonnerie, c'est-à-dire un lieu de réflexion, un lieu de recherche, de travail sur les idées, pour essayer de faire progresser la société. Et là, effectivement, on est dans une problématique qui, je crois, nous dépasse tous et nous inquiète, même plus que nous inquiète. Nous sommes dans un certain désarroi, beaucoup plus que de l'incertitude, parce que cette problématique écologique, et j'ai bien aimé ce qui a été rappelé, qu'on parle toujours de développement durable, ce qui est absolument choquant, et la notion de développement alternatif me paraît tout à fait intéressante. Mais donc, on sait tous à quel point nous sommes dépassés par cet enjeu qui probablement, qui peut-être peut engloutir l'humanité même. Alors, j'ai bien aimé aussi ce qui a été dit à un moment, il y a une parole qui a été dite qui rappelle celle d'un très grand philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui a beaucoup écrit sur cette problématique et qui disait que de toute façon, le monde change. Le monde sur le plan écologique change. Et donc, il faut nous adapter à ce changement. Et pour s'adapter à ce changement, il faut évidemment trouver les solutions. Alors j'ai trouvé que la description de toute la problématique et également la description de ce qu'était la Caraïbe était tout à fait intéressante parce que probablement, à travers ces enjeux d'érosion côtière, d'une population très littoralisée, on voit ce qui peut arriver à notre humanité tout entière. Et je crois que dans cette recherche de solutions, qu'évidemment personne n'a justement, vous avez parlé de baguette magique, monsieur, bien sûr, personne n'a de baguette magique, mais en revanche, il a été quand même souligné l'importance de réexaminer notre système politique mondial, c'est-à-dire cette culture du profit, d'une financiarisation à l'extrême, qui n'a plus comme perspective l'amélioration de l'humain et de la société. Et ça ne peut fonctionner qu'avec une prise de conscience universelle.
mais on peut imaginer quand même qu'avec la précipitation des enjeux climatiques, alors c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais on peut imaginer qu'il y ait cette prise de conscience universelle. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est qu'une réunion comme celle d'aujourd'hui, il y a encore quelques années, nous aurions eu, dans l'assistance, nous avions un pourcentage important de ce qu'on appelait les climato-sceptiques, c'est-à-dire qui niaient ces phénomènes. Aujourd'hui, on voit qu'ils existent encore, bien sûr, mais plus beaucoup. Donc cette prise de conscience universelle, c'est probablement, enfin peut-être, en tout cas on peut la souhaiter, une espérance nouvelle pour une modification beaucoup plus radicale de notre système général. Et je crois que dans ce combat absolument essentiel pour l'avenir même de l'humanité, je pense que bien sûr, évidemment que les universités ont un rôle important, heureusement, mais je pense aussi que très modestement, les francs-maçons, avec des réunions comme celle d'aujourd'hui, ont un rôle important à jouer. Voilà, merci à tous et j'ai été vraiment très heureux d'écouter cette conférence.